Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, cours de troisième. Alors, vous allez plus le voir, on essaye de quelque chose avec un fond vert. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est un peu plus clair comme ça, si c'est un petit peu mieux ou si c'est différent, voire même moins bien. Donc, notre but aujourd'hui dans ce cours de troisième, c'est d'étudier l'organisation de la décolonisation. Alors, l'organisation de la décolonisation, deuxième cas de figure qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons déjà étudié la guerre froide, le précédent chapitre avec 2 vidéos. Il va nous falloir 2 à 3 vidéos également pour étudier ce point-là. Pour comprendre exactement ce que c'est, je vous propose un fonctionnement avec différents dossiers documentaires que, évidemment, je vous ai mis dans le Google Drive. Alors, vous aurez donc 3 fiches différentes. Alors, je vais au bas à gauche maintenant. Il va falloir changer d'habitude de regarder. Je me suis mis en incrustation en bas à gauche. Donc, vous avez 3 dossiers documentaires sur 3 fichiers que vous avez mis dans le Google Drive. Vous avez décolonisation EDC avec 2 études de cas sur les décolonisations que nous étudierons dans la deuxième vidéo. Et vous avez pour cette première vidéo décolonisation cours 1 qui va porter sur la fiche que nous allons maintenant étudier. Cette fiche avec les questions, je vous ai mis également la fiche corrigée en dessous que vous pourrez regarder. Donc vous avez plusieurs pages avec la fiche corrigée. Je vous mettrai les cartes et les documents également au tableau dans le petit cours qu'on va faire aujourd'hui. La troisième fiche que vous avez dans votre dossier documentaire dans le Google Drive correspond au bilan des études de cas qu'on nous fera ensemble. Voilà. Donc munissez-vous de décolonisation cours 1 et on va regarder ensuite les différents documents qui sont visibles sur la fiche. Alors première chose, on va se poser des questions et la question principale qui va nous intéresser dans ce chapitre, cette question qui est là, on reviendra dessus à la fin de la vidéo pour qu'on les trouve ensemble. Pour comprendre quelle question exactement on va se poser, on va étudier un ensemble de 3 documents. Un tableau que je vais vous mettre sur le fichier. Alors il est dans décolonisation cours 2 bilan, c'est ce tableau-ci qui est à droite, je vous le mettrai en plus grand juste après. Ce que je vais toujours faire maintenant en fait. Voilà, en nous mettant la légende avec. Puis nous étudierons le point de vue des puissances de la guerre froide et de l'ONU sur le colonialisme. Et enfin, nous étudierons le point de vue des territoires colonisés eux-mêmes pour définir exactement qu'est-ce que c'est que cette histoire de décolonisation. Je fais exprès de ne pas vous définir le mot on va le définir ensemble. Donc regardons maintenant nos premières questions sur la carte que je vous ai affichée avant et que je vous remets après. On va se poser là-dessus 4 questions que vous pouvez voir au-dessus de ma tête. Alors regardons maintenant cette carte pour répondre à toutes ces questions que je ne vais pas vous relire puisque vous les avez devant les yeux. Alors voilà la carte sur laquelle vous pouvez faire un arrêt sur image. Je me décale. Donc vous avez la carte avec notre légende juste en dessous pour répondre aux 4 questions qui sont juste avant. Vous avez vu? Alors regardons ensemble la réponse à nos questions. Quels sont les 2 continents les plus colonisés en 1945? Alors vous pouvez le voir, c'est très très net sur cette carte. Ces 2 continents, c'est l'Asie, notamment l'Asie du Sud, ainsi que l'Afrique. Il ne fallait pas se laisser avoir par les couleurs qu'il y avait en Europe. Vous avez bien vu que et la légende vous le dit, pays d'Europe sont ici ceux qui vont coloniser l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont les pays colonisateurs. Donc les pays d'Europe qui sont là colonisent ces zones. En fait, il y a plusieurs pays d'Europe qui vont être particulièrement colonisateurs. Et c'était la question de quels sont les 2 pays d'Europe qui possèdent le plus de colonies en 1945. Alors ça, vous l'avez vu aussi, c'est la France avec les territoires en bleu et le Royaume-Uni avec les territoires en rouge. En fait, ces 2 pays sont des puissances coloniales depuis très longtemps. La France et le Royaume-Uni qui vont avoir des colonies à différents endroits. Donc on a dit majoritairement Asie, donc Asie du Sud et majoritairement Afrique, mais comme vous pouvez le voir, l'Inde, question 3, est une colonie britannique en 1945 et les colonies françaises, question 4, elles se trouvent majoritairement en Afrique. Il y en a d'autres dans l'océan Pacifique, en Indochine, c'est-à-dire ici en Inde, mais surtout en Afrique, avec 2 zones particulières. Ici, la zone du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et la zone de l'AOF et AEF, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française. Donc ces 2 zones vous expliquent plusieurs choses. Déjà, elles vous expliquent pourquoi
tous ces pays-là, majoritairement, sont encore des pays où une langue nationale, alors très souvent vous avez la langue nationale des peuples, plus la langue du pays colonisateur qui est encore valable, notamment le français. Ça vous explique pourquoi la plupart des des présidents d'Afrique centrale, justement, parlent français lors de leurs allocutions télévisées. Parce que très souvent, c'est la langue officielle qui est connue par les différents peuples qui vivent dans ces pays. Ça vous explique aussi pourquoi ces pays ont une relation particulière avec la France, tant en termes d'aide militaire que d'aide humanitaire, que de relations parfois conflictuelles, d'ailleurs on va le voir avec les différents présidents de ces États, puisque ces pays étaient des territoires colonisés par la France à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Voilà. Donc vous avez une situation en 1945 où vous avez encore une partie du monde non négligeable, toute cette partie qu'on va appeler tiers-monde à ce moment-là, le troisième monde, et c'est ces pays eux-mêmes, vous allez voir, qui vont créer cette dénomination, qui n'est pas indépendante. Elle est dépendante des territoires européens qui ont fait des conquêtes, notamment au XIXe siècle. Même la Belgique possède le Congo belge, et c'est pour ça que vous avez Tintin au Congo qui existe, puisque Tintin lui-même, dessiné par un Belge, par Hergé, un des premiers albums de Tintin nous parle des aventures de Tintin au Congo belge. Il a d'ailleurs été transformé, cet épisode, pour en faire quelque chose de moins colonialiste a posteriori. Il y a eu plusieurs éditions, une première édition noir et blanc, puis 2 éditions couleur, et la deuxième édition couleur, elle est beaucoup moins colonialiste, elle vante beaucoup moins les mérites de la colonisation, parce que vous allez voir que ça pose problème à l'époque. On considère que coloniser, du point de vue des pays colonisateur serait une bonne chose et pour le pays colonisateur et pour la population colonisée qui, évidemment, cette population colonisée, va vouloir l'arrêt de la colonisation. Et vous l'avez tous compris, hein, la décolonisation, c'est la fin de la décolonisation, de la colonisation. C'est le moment où on décolonise, donc on part des colonies, soit de manière volontaire, soit de manière forcée. Forcée par qui? Par des mouvements de contestation. Regardez sur votre carte, tous les endroits où vous avez un petit point levé ici, c'est des pays où il y a eu des mouvements de contestation anticoloniale, parfois pacifiques, on l'étudiera avec les Indes britanniques, parfois violentes, qui peuvent même donner lieu à des guerres qui n'en porteront pas le nom. La France, elle-même, notamment par rapport à l'Algérie, va utiliser le nom d'opération de pacification à l'époque, mais aujourd'hui, on dit bien guerre d'Algérie de 54 à 62. Donc on va étudier tout ce moment-là, ce moment où ces pays qui ont aussi participé à l'effort de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont aussi envoyé des soldats en Europe pour aider les pays colonisateurs, tous ces territoires colonisés veulent leur indépendance. Donc voilà la situation. En 1945, le monde n'est pas encore un monde totalement indépendant. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elles en pensent, les puissances de la guerre froide et de l'ONU sur ce colonialisme? Donc maintenant, deuxième document, le texte que vous avez devant les yeux. Sur ces documents, texte, nous allons nous poser 3 questions. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont pour ou contre la colonisation? L'URSS, est-ce qu'elle est pour ou contre? Et l'ONU, rappelez-vous, cette institution créée après la Deuxième Guerre mondiale pour concentrer tous les pays autour d'une table pour éviter le retour des guerres et résoudre les problèmes, est-ce qu'elle est pour ou contre la colonisation? On va chaque fois essayer de trouver une citation dans ces documents. Donc je nous mets pointeau fixe, la petite barre d'outils, pour qu'on puisse surligner les documents ensuite ensemble. Donc regardez bien, on cherche le point de vue de ces 3 pays, américain, soviétique et celui de l'ONU. Alors, le point de vue américain, maintenant que vous avez eu le temps de faire arrêt sur image et de regarder le texte. Que veulent-ils? Eh bien, ils souhaitent la liberté pour tous les peuples dépendants à une date aussi proche que possible. Préparés à l'indépendance. Donc, ils veulent l'indépendance des colonies. Ils vont d'ailleurs aider les Philippines à devenir indépendants. Alors pourquoi? Parce que les États-Unis, vous l'avez vu sur la carte, n'ont pas de colonies spécifiquement eux-mêmes. À part Hawaï, qui est un territoire qui est 2-3 territoires dans le Pacifique. Pourquoi sont-ils beaucoup moins colonisateurs que les autres pays? Parce que c'est eux-mêmes une ancienne colonie. C'est une colonie ancienne du Royaume-Uni. Donc, rappelez-vous,
Au XVIIIe siècle, à partir de 1776, naissent les États-Unis d'Amérique, ces États qui s'unissent sur le continent américain, qui sont eux-mêmes le résultat des fameuses 13 colonies anglaises qui possédaient l'Angleterre, le côté est justement, pendant que l'Espagne, elle, avait le côté sud, autour notamment du Mexique. D'où le fait qu'aux États-Unis, on parle aussi hispanique, donc espagnol au sud, avec une population hispanique, héritière de la colonisation de l'Amérique du Sud et centrale par l'Espagne, une colonisation anglaise qui a ramené la langue anglaise et la population européenne à l'Est, et puis également une minorité afro-américaine venant d'Afrique, les fameux descendants des esclaves. Donc c'est pour ça que vous avez ces deux langages, majoritairement celui du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'anglais, mais également un langage hispanique. Par exemple, les tracts électoraux au Texas, ils sont dans les deux langues, pour la minorité hispanique qui y vit. Donc vous avez un pays qui est multiculturel, qui n'est pas possesseur de beaucoup de colonies, donc qui milite pour l'indépendance. Ben, c'est logique, lui-même a demandé à être indépendant des pays d'Europe. Alors les soviétiques, eux, alors évidemment, comme d'habitude, on s'y attend, beaucoup de propagande, puisqu'à cette époque-là, vous êtes encore en 1947, sous le régime soviétique de Staline, donc on est dans un pays qui est communiste, mais dans un communisme dictatorial, et il se pose, vous l'avez vu, comme le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations. Et c'est clairement marqué adversaire de l'exploitation coloniale. L'URSS ne possède aucune colonie, mais en réalité, tous les pays d'Europe de l'Est qui sont du côté est du rideau de fer qu'on a étudié dans notre cours sur la guerre froide sont des colonies. Ils ont une autonomie de façade, c'est-à-dire une autonomie fausse. Ils ne sont pas autonomes. Ils sont contrôlés, dominés par la Russie, cette principale république de l'Union soviétique, et par Moscou, en fait. Ce qu'on appelle l'œil de Moscou, qui est partout. Donc à partir de là, ils se posent comme défenseurs de la liberté et de l'indépendance pour, comme d'habitude, faire de la propagande et indiquer que c'est eux les gentils et, en réalité, les démocraties seraient les méchants. Troisième point de vue, le point de vue de l'ONU. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? L'ONU, ça peut être uniquement un défenseur de l'autodétermination, c'est-à-dire que chaque peuple doit pouvoir choisir sa politique. L'ONU, qui est l'organisation des Nations Unies, elle ne peut pas décemment dire nous sommes pour le fait que des colonies existent et que donc des peuples et des territoires sur lesquels ils ne soient pas souverains et qu'ils soient dépendants d'une puissance coloniale. On va donc demander dans l'ONU à des relations amicales, développer des relations amicales entre les peuples sur le principe de l'égalité des droits des peuples et, extrêmement important, du droit à disposer d'eux-mêmes. Le droit à disposer d'eux-mêmes, c'est tout simple, c'est que les peuples doivent pouvoir disposer de leur propre futur, donc de leur propre organisation. Donc, il ne peut pas y avoir de colonisation, il faut une indépendance des peuples. Chaque peuple, voire un pays, chaque pays doit être pour un peuple. Pourquoi l'ONU veut-il ça ? Vous l'avez vu, c'est pour consolider la paix du monde. Le but, c'est d'éviter le retour des guerres après notre fameuse Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez plein de gens qui sont contre le colonialisme. Les Américains sont contre, les Soviétiques sont contre, l'ONU est contre. Qui est pour ? Les Européens. Notamment la France et le Royaume-Uni à ce moment-là, qui vont se heurter à un problème. Les pays, plutôt les territoires colonisés, qui ne sont pas encore des pays, et les peuples colonisés ne veulent, pour beaucoup, plus de la colonisation. C'est logique, ils veulent pouvoir disposer d'eux-mêmes, comme le dit l'ONU, c'est-à-dire choisir leur propre organisation politique, avoir leur propre pays. C'est ce que le côté droit de notre fiche va nous dire. Là aussi, on va s'intéresser à un document. Je vous mettrai aussi un document sur la conférence de Bandung en vidéo, dans la description de la vidéo. Justement, cette conférence de Bandung, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une ville d'Indonésie, en Asie, c'est-à-dire là, Indonésie, là. Et Bandung, là-bas, en 1955, 29 pays d'Afrique et d'Asie déjà décolonisés vont demander quelque chose par rapport aux pays qui ne le sont pas encore. Donc, on va se poser là aussi, là-dessus, 4 questions. Alors, on les regarde. Et vous allez voir que cette conférence de Bandung, elle va beaucoup questionner les pays d'Europe, notamment la France et le Royaume-Uni. Alors regardons pour répondre aux 4 questions ce document.
Ok, vous avez vu? Donc je vous rappelle que les questions sont évidemment sur les fiches que je vous ai mis en PDF. Pas la peine éventuellement de les imprimer, hein. Vous pouvez très bien aussi jongler entre les deux documents sur vos tablettes ou écran d'ordinateur, exactement comme je suis en train de le faire. Donc, ou smartphone, ça marche aussi. Donc à partir, qu'est-ce que c'est des PDF? Normalement, n'importe qui doit arriver à le lire. Évidemment, vous n'hésitez pas sur mon bureau numérique à m'envoyer un message si jamais il y a des problèmes avec les documents, si jamais il y a des problèmes avec les vidéos, ou éventuellement à mettre les messages en commentaire des vidéos, bien sûr. Alors, regardons. Est-ce qu'ils sont déjà pour ou contre les pays d'Afrique et d'Asie qui sont réunis dans la conférence de Bandung? Ben, vous avez vu, le point 1, il est extrêmement clair. Ils sont contre. Il faut mettre fin rapidement au colonialisme dans toutes ces manifestations. Il ne faut plus qu'il y ait de colonies. Tous ces pays qui sont d'anciennes colonies ne veulent plus, pour des raisons bien précises, que la colonisation existe. C'était la réponse à la question 8. Ensuite, la question c'est pourquoi ne veulent-ils plus de cette colonisation et comment va-t-on répondre à cette problématique? C'est-à-dire comment faire pour qu'il n'y en ait plus? Dans le point 2, vous avez pu voir que là, il y a le pourquoi. C'est une négation des droits de l'homme. La colonisation nie le droit des hommes à disposer de leur propre pays. Elle est contraire à la Charte des Nations Unies, disent les pays réunis à Bandung, qui énonce les principes d'égalité entre les peuples, vu que vous avez des peuples qui chaque fois doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes. Rappelez-vous ce qu'a dit l'ONU. Chaque peuple doit pouvoir disposer de lui-même. Et forcément, ça peut amener à des guerres coloniales, des guerres de peuples qui veulent se décoloniser. Donc ça ne favorise pas la paix et ça ne favorise pas la coopération mondiale. Et comment faire maintenant? On sait ce qu'il faut faire, on sait pourquoi il faut le faire. Le point 4 nous dit comment faire. Les puissances intéressées, c'est-à-dire France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Portugal, les pays d'Europe qui ont des colonies, devraient accorder la liberté et l'indépendance des peuples. Ah voilà, très facile, hein. La France doit dire stop, la Belgique doit dire stop, l'Espagne doit dire stop, le Portugal doit dire stop, le Royaume-Uni doit dire stop. Mais pendant longtemps, et surtout la France, ces pays ne vont pas vouloir, parce que ça baisse leur richesse. Ces pays avaient investi dans les colonies, ces pays utilisaient les ressources des colonies, en privant donc finalement les peuples qui étaient sur place. On appelle ces peuples indigènes ou autochtones. Le mot d'indigène aujourd'hui, il est utilisé avec une nuance péjorative. Donc préférez le mot d'autochtone. Le mot d'autochtone, c'est les peuples qui vivent là. Donc les peuples des colonies, eux, ne pouvaient pas librement disposer des ressources des colonies. Les ressources minières étaient gérées par des entreprises des pays colonisateurs, le commerce l'était aussi, l'agriculture l'était aussi. Il y avait des colonies de peuplement, donc ça veut dire que des Français, par exemple 1 million de Français vivaient en Algérie à ce moment-là. Et c'est eux qui possédaient aussi les rouages de l'État, c'est eux qui étaient fonctionnaires, c'est eux qui étaient maires, c'est eux qui, etc., etc. Donc à partir de là, vous aviez une situation d'inégalité avec une citoyenneté de seconde zone pour les peuples des colonies eux-mêmes. Donc ça amenait un surplus de richesse pour les pays colonisateurs qui vont avoir du mal à quitter, lâcher ces colonies. Le pétrole algérien, il intéressait énormément la France. Et puis aussi le fait que dans le désert algérien, on puisse faire, par exemple, les essais nucléaires, des bombes nucléaires françaises. Mais ces pays, l'ONU va les inviter à cesser leur domination coloniale. Ça va se faire parfois avec des revendications pacifiques, et parfois ça va donner lieu à des heurts qui peuvent aller jusqu'à la guerre meurtrière, on va le voir. Alors ces anciennes colonies, après leur indépendance, dernière question, question 11, comment on les nomme? Eh bien, on les nomme, regardez, de 2 noms. Politiquement parlant, vous pouvez l'appeler le mouvement des non-alignés. Pas aligné sur quoi? À partir de la conférence de Belgrade en 1961, pas aligné sur le bloc soviétique, pas aligné sur le bloc occidental, pas du bloc de l'Ouest, pas du bloc de l'Est. Eux, ils veulent l'indépendance. Donc ces pays non alignés. Et ces pays non alignés, qui ne sont pas des 2 blocs, vont se trouver le nom du tiers-monde, le 3e monde. Ce monde de pays qui ne sont pas aussi riches que les pays des 2 blocs et qui veulent leur indépendance et le retour de leur richesse avec leur propre organisation. Donc tiers-monde ou non aligné. On utilise aujourd'hui plutôt le mot de tiers-monde, qui a une connotation, par contre, de pauvreté. Et certains de ces pays du tiers-monde sont en train actuellement de sortir, comme par exemple la Chine, de la grande pauvreté.
Il y a 300 millions de Chinois qui ont un niveau de vie tout à fait semblable aux Européens, voire même un peu plus actuellement, en termes de nombre de Chinois. Par contre, il reste encore à peu près 1 milliard, 1,2 milliard qui est dans une extrême pauvreté, notamment dans les campagnes, etc., etc. Donc vous voyez que c'est des pays qui ont une situation qui n'est pas encore la même que l'Europe ou que les pays américains, mais qui naît justement de la colonisation. C'est parce que la colonisation y a existé que ça a pesé également sur l'économie actuelle de ces pays. Tous ces phénomènes ont évidemment des conséquences aujourd'hui. Donc, conclusion maintenant de notre première petite fiche. Qu'est-ce que c'est la décolonisation et quelle est la question exacte qu'on va se poser? La décolonisation, je vous propose une petite définition. C'est le processus par lequel un pays qui était jusque-là colonisé accède à l'indépendance. Tout simplement. Tous ces pays, tous ces territoires qui jusque-là étaient la propriété d'autres territoires vont devenir des pays indépendants. Et à partir de là, la question qu'on va se poser, c'est comment se déroule cette phase de décolonisation? Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs inconnus qui vont poser problème. La première inconnue, c'est est-ce que les pays colonisateurs vont accepter de décoloniser? La deuxième inconnue, c'est est-ce que les peuples colonisés vont accepter que la décolonisation se fasse de manière progressive? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir une décolonisation immédiate? Et la troisième chose, c'est quelles sont les tensions qui peuvent résulter de toute cette situation? Donc, ça va être le sujet de notre nouveau grand chapitre. Donc, à la page 2.1 de votre fichier décolonisation cours 1, vous retrouverez l'ensemble des réponses qu'on a apportées à nos différentes questions, qu'on a là bien vues l'une après l'autre. Je vous ai mis les réponses toutes sur ce document-là. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous intéresser au document qui s'appelle Décolonisation EDC. EDC, pourquoi? Parce que étude de cas. Et je vous propose 2 études de cas. Une première sur la manière dont l'Inde a été décolonisée. Une deuxième sur la manière dont l'Algérie a été décolonisée. Et à chaque fois, évidemment, je vous mettrai également des documents vidéo pour nos 2 études de cas. Là-dessus, je ne vous mets pas encore de réponse question par question. Nous y répondrons, vous le savez, dans la prochaine vidéo. Donc ça vous permet d'étudier ces 2 séries de documents. Et à partir de là, je pense qu'on fera aussi un petit QCM que je vous mettrai sur un lien justement la semaine prochaine pour que vous puissiez répondre à ce petit QCM et qu'on vérifie ensemble si tout le monde a bien compris à la fois le cours sur la guerre froide et le cours sur la décolonisation. Donc l'étude de K1 et l'étude de K2, regardez-les. Répondez sur une feuille à vous, pas la peine d'imprimer si vous n'avez plus d'encre ou si vous n'avez pas de... Ne sortez pas, hashtag restez chez vous. Donc ne sortez pas pour acheter spécifiquement de l'encre et du papier. Si vous voulez le faire, faites-le, si vous avez de quoi faire. Sinon, vous pouvez très bien le faire sur un papier à vous. Et ensuite, je vous délivrerai dans le tableau qui est dans Décolonisation cours de bilan, que je vous mettrai dans la prochaine semaine quand nous ferons ce cours-là, aussi dans notre fameux Google Drive. Voilà. Alors vous le voyez, un sujet vraiment d'actualité, cette décolonisation, parce qu'également ces pays aujourd'hui sont ceux qui, à cause du coronavirus, posent vraiment aussi des questionnements sur leur manière de répondre à cette épidémie, alors même qu'ils ont beaucoup moins de ressources financières que les pays d'Europe et que les États-Unis, qui peinent déjà à répondre à cette menace planétaire. Donc tout ce que nous étudions cette année a des conséquences aujourd'hui. Voilà, donc en attendant que vous ayez pu regarder ces études de cas, que vous ayez pu mettre toutes vos réponses en place et que nous fassions la correction de ceci dans notre deuxième et peut-être même d'ailleurs, si ça s'oriente comme ça, dernière vidéo sur la décolonisation, je vous souhaite 2 choses. Portez-vous bien et prenez soin de vous.